Bienvenue à vous tous, bienvenue à Bibliothèque Médicis, à vous tous qui nous regardez en France, loin de France, grâce à la TNT et grâce à TV5 Monde. Ils sont entrés dans la campagne électorale bras dessus, bras dessous, l'économique et le social. On attendait qu'ils fassent leur entrée, c'est fait. Les Français diront bientôt, en effet, qui a la vision et le caractère pour mieux incarner ce couple dont dépend leur avenir et leur destin. Qui a raison aujourd'hui? Ceux qui croient au déclin inévitable et qui ne cessent de le répéter, ou ceux qui parient sur le sursaut et la confiance? Parmi les livres innombrables sur ces questions essentielles, avec Monique Cantos-Perber, j'ai choisi pour Bibliothèque Médicis Philippe Marini. Vous êtes sénateur, mais ce n'est pas seulement pour ça que vous êtes là. Vous avez publié Veillée d'armes, propos pour la rupture aux éditions Ligne de repère. Dans quel état se trouve aujourd'hui la France? C'est un pays qui a beaucoup d'atouts, mais qui n'a pas nécessairement conscience de tous ses atouts et qui doit être mis dans la condition de les utiliser. Laurence Parisot, présidente du MEDEF, avec votre livre blanc publié au Seuil, La France a besoin d'air ou les entrepreneurs ont besoin d'air? C'est la France, c'est pas simplement les entrepreneurs, c'est les Français ont besoin d'air. Nous pensons que la France est à un point d'inflexion. Il suffirait de bouger quelques paramètres pour retrouver la voie de la croissance et de la prospérité, mais si nous ne faisons pas ces modifications, le risque de basculer dans une forme d'appauvrissement n'est pas négligeable. La même question à chacun de vous, dans quel état se trouve aujourd'hui la France? Comme je viens de vous le dire, on peut basculer dans le meilleur comme dans le pire. Michel Pébroux, vous publiez avec Bernard Spitz aux éditions Robert Laffont une lettre ouverte à notre prochain ou à notre prochaine président ou présidente de la République. Dans quel état se trouve aujourd'hui la France? Mais je crois, comme Philippe Marini, que notre pays a de grands atouts, dont un, ces entreprises qui se sont formidablement adaptées au contexte nouveau créé par la mondialisation, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Mais malheureusement, notre sphère publique a un très grand retard d'adaptation sur les sphères publiques concurrentes, c'est-à-dire sur les autres pays européens et sur nos grands concurrents américains. On a envie de vous demander, docteur, dans quel état est le malade, vous le dites, est-ce qu'il peut s'en tirer? Oui, certainement, à condition de prendre ces problèmes de la sphère publique à bras-le-corps. Michel Charasse, sénateur, auteur de tant de rapports ici et d'actions dans les gouvernements. Vous êtes sénateur avec en même temps tant d'expérience. D'ailleurs, combien de campagnes présidentielles avez-vous vécu? Oh, pas mal. Depuis 65, ça a fait un certain nombre. Donc je ne les compte pas. Oui. À partir de quel moment une campagne prend son essor et son poids? Oh, à mon avis, dans le mois et demi qui précède le scrutin. Et bien avant, on est dans quelle phase? Dans la phase cafouilleuse où chacun prend ses marques, marche avant, marche arrière, etc. Leitmotiv, dans quel état se trouve la France aujourd'hui? Oh, moi je crois que la France se trouve dans un état qui mérite beaucoup plus d'attention que ce que la campagne électorale lui accorde pour le moment. Mais je crois que le principal atout de la France, c'est les Français. Je me rappelle ce que disait François Mitterrand, ils disent des bêtises toute la journée, mais dans l'isoloir, c'est le peuple le plus intelligent du monde. À condition qu'on lui donne les éléments. Non, il n'y a pas besoin de conditions, il ne se trompe pas. Dominique Méda, vous publiez avec Hélène Périvier au Seuil le deuxième âge de l'émancipation. Dans quel état se trouve la France? Je dirais qu'elle est inquiète et que les gens ont envie d'être tirés vers le haut. Ils ont envie d'excellence, de renouer avec l'excellence. Je crois que c'est faire cette voie qu'il faut les emmener ou qu'il faut aller avec eux. Est-ce que l'État peut faire faillite, Michel Pébroux? Je ne le crois pas. Je pense que les pays étrangers, les créanciers de l'État, sont en mesure, en quelque sorte, de convaincre la France de faire le nécessaire le moment venu, c'est-à-dire si la situation devenait très très grave. Mais je crois qu'il faut éviter de telles situations, parce qu'elles seraient dommageables à notre indépendance nationale, d'une part, et puis aussi à notre modèle économique et social. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que nous fassions à temps les réformes nécessaires pour éviter que notre modèle économique et social se retrouve mis en cause. Est-ce que les solutions se jouent dans une période comme celle que nous vivons, c'est-à-dire une campagne électorale? Je crois que c'est en effet à ce moment que se joue le problème. Pourquoi ?
Je pense que nous avons à réformer assez profondément notre sphère publique, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois... Qu'est-ce que c'est la sphère publique? Alors la sphère publique, c'est un ensemble assez vaste, c'est-à-dire c'est à la fois l'ensemble de nos administrations publiques et nos finances publiques qui sont, elles, en très mauvais état. Nos finances publiques, en effet, sont dans une situation très préoccupante. C'est ce qu'a montré le rapport de la commission que j'ai présidé. Il faut donc les réformer d'urgence, ce qui suppose à la fois des actions dans le domaine de la réforme de l'État, dans le domaine aussi de l'adaptation de nos systèmes à la fois de retraite et d'assurance maladie pour assurer la pérennité de leur financement à long terme. On a donc exposé les problèmes. Et puis le deuxième problème de la sphère publique, c'est le problème de l'ensemble des réglementations publiques qui sont vraiment beaucoup trop nombreuses, beaucoup trop foisonnantes et inadaptées. Oui. Et donc nous avons dans le domaine de... C'est cela la sphère publique, me semble-t-il. Oui. Vous nous aviez tous secoué avec le rapport que vous avez demandé Thierry Breton, un rapport fameux, et dans lequel vous avez rappelé ou révélé l'ampleur de la dette. En 5 ans, elle a été multipliée, je crois, en valeur absolue par 25. Ce qui n'était pas une surprise dans cette maison. Hein? Ce qui n'était pas une surprise dans cette maison. Oui. Oui. En 25 ans par 5 en euros constants. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête? Eh bien, pour que ça s'arrête, il faut réformer. Il n'y a pas de doute qu'on ne peut pas arrêter cela. Ça ne s'arrêtera pas tout seul. Je reprendrai l'expression sphère publique pour bien rappeler qu'il y a 3 segments, 3 sous-ensembles. L'État. On va essayer d'être Mais très simple. l'État. Si on veut être écouté par le plus grand nombre, on va essayer de décoder. Alors. Et vous m'éviterez de vous demander chaque fois qu'est-ce que ça veut dire, Non. parce que si on veut toucher le Mais, cher Jean-Pierre, Vous ne croyez pas qu'il soit si con que ça. il y a Ils sont l'État, beaucoup plus malins que vous pensez. il y a la sécurité sociale, il y a les collectivités locales. Comme ça, je comprends plus que les sous-ensembles et les segments. Ben, c'est 3 choses dans un ensemble, si vous Voilà. voulez. Voilà. Bon, l'État, je dirais, on fait le tour assez facilement. Je ne dis pas que ce soit simple de réformer l'État. On identifie les fonctions, on a une nouvelle loi organique, on est en mesure d'avancer dans un système de performance. Ce n'est pas simple, mais les problèmes sont bien identifiés. Sécurité sociale, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus grave. Beaucoup plus lourd parce que 60% des prélèvements obligatoires, impôts ou cotisations, vont à la sécurité sociale. Et c'est beaucoup plus grave parce que c'est là qu'on voit bien, c'est là que se situe le miroir des vrais risques sociaux. Vieillissement, maladie, et inévitablement, la sphère sociale est une sphère qui nécessitera d'engager des sommes croissantes. En troisième lieu, les collectivités locales, et nous sommes au Sénat, nous avons une architecture complexe. Il faut aussi veiller à tisser des liens sociaux dans notre pays. Compte tenu de l'évolution économique, chacun sait qu'il y a de grandes distances sociales. Les acteurs locaux sont là, en particulier, pour que le vivre ensemble puisse prévaloir dans nos communes, dans nos départements, dans nos régions. Pour autant, est-ce que tout cela est bien structuré? Est-ce que le système de financement est bien monté? Est-ce que... D'accord, la réponse. Voilà. La réponse est que des réformes profondes sont indispensables. Et d'abord, en matière de financement de la sécurité sociale et d'architecture et de gestion des collectivités locales. Michel Charette. Oui, écoutez, nous sommes dans une période préélectorale et qui va devenir bientôt électorale. En tout cas, elle ressemble beaucoup à la période électorale. Et je crois que les candidats s'honoreraient de poser devant la France les problèmes. Moi, j'attends le moment où on abordera dans la campagne les vraies questions. Pour le moment, on est un peu dans le safari photo, mais très bien. Il faudra bien en sortir à un moment ou à un autre. Moi, je crois qu'il faut quand même mettre dans la tête des Français, mais ils le savent, parce qu'ils sont plus malins qu'on pense, que personne ne fera l'effort à notre place. Il n'y aura pas, cette fois-ci, de plan Marshall. C'est-à-dire que ce n'est pas une puissance extérieure, l'Europe, les États-Unis ou autres, qui viendront faire ce qu'il faut faire. On a trop de dettes, on a des régimes sociaux en déficit, des régimes de retraite qui ne sont pas assurés de pouvoir servir les retraites attendues, etc., etc. Par conséquent, je crois qu'il faut donner conscience aux gens que, bien qu'on soit en période électorale, le temps n'est pas aux promesses inconsidérées et qu'il faut faire preuve d'une très grande prudence, tout en sachant très bien qu'il y a des tensions sociales dans le pays, qu'il y a une soif d'une certaine justice, qu'il faut faire une meilleure répartition des choses, etc. Mais
ça ne peut être qu'une redistribution, pas des choses supplémentaires. Et moi, je me méfie des mauvais signaux. Et je suis furieux, et l'Association des maires de France est furieuse aussi, j'en parle parce que je suis au bureau de l'association, donc on s'est indigné il y a peu de temps, quand je vois des maires de banlieue ici qui font cantine gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Cantine scolaire gratuite, il y avait quelqu'un qui paye à la sortie. Donc aller mettre dans la tête des gens que on peut comme ça faire gratuitement, sans qu'au bout du bout il y ait quelqu'un qui paye, ça me paraît être un très mauvais signal. Alors attendez. Vous avez dit des mauvais signaux, donc c'est un pluriel. Un autre exemple? Oui, non mais c'est microscopique. Depuis quelques mois, j'assiste avec d'autres, et le rapporteur du budget au Sénat aussi, on assiste à un certain nombre d'annonces, 300 millions aujourd'hui, d'euros, 200 millions de ceci, une allocation de ça, etc., etc. Bon, faut faire quand même très très attention. Et en plus, moi je suis de ceux qui considèrent par expérience que on gagne pas les élections en distribuant de l'argent. Parce que quand on distribue de l'argent, ceux qui reçoivent trouvent toujours que c'est trop tard et pas assez, et ceux qui n'ont pas sont fous furieux parce qu'ils sont jaloux de ceux qui ont. Par conséquent, il vaut mieux fermer sa gueule, distribuer sans rien dire, mais surtout pas se faire remarquer. Et quand on vous dit que chaque programme sera chiffré, aussi bien à droite qu'à gauche et au centre, est-ce que vous dites c'est bien Ils le sont. Le projet du PS a été chiffré. Bon, 30 milliards, 50 milliards d'euros, il y a une marge de manœuvre. Le projet de Nicolas Sarkozy a été chiffré ou est en cours de chiffrage. Il manque des choses. On voit bien à peu près. On voit bien aussi une chose, c'est que pour financer tout ça, on n'a pas le premier sou s'il n'y a pas de croissance. Et s'il n'y a pas de croissance, c'est-à-dire un renforcement de la compétitivité de la France. Michel Pébroux, c'est-à-dire remettre à zéro le commerce extérieur, retrouver l'équilibre de notre commerce extérieur et rendre la compétitivité à nos entreprises et surtout à notre pays, globalement. Est-ce que, Michel Pébroux, on peut améliorer la croissance avec une dette qui étouffe et qui s'accroît, comme dit Jacques Marseille, l'économiste, de 2000 euros par seconde? Je crois qu'il est indispensable d'arrêter ce mouvement, en effet, parce qu'il faut redonner des marges de manœuvre à l'action publique, de façon à remettre les finances publiques au service de la croissance et de la cohésion sociale. Donc, une remise en ordre profonde des finances publiques est indispensable. La commission que j'ai présidée, on propose les grandes lignes. En combien de temps? Je pense que 5 ans permettent en effet de régler ce problème dans des conditions qui sont, si je puis dire, acceptables à tout point de vue. Je vais vous donner un chiffre pour l'illustrer. La remise en ordre que nous proposons suppose un effort de l'ordre d'une réduction des dépenses d'1,5 point de notre production nationale. Les Suédois ou les Finlandais ont fait entre 1993 et 1998 un effort de l'ordre de 10 points de leur production nationale de réduction de leurs dépenses. Donc c'est possible. Je crois qu'il est indispensable de le faire parce que notre croissance potentielle dans les prochaines années, qui en effet est indispensable, je partage le sentiment de M. Charras, suppose que nous ayons la possibilité, en effet, d'investir dans le domaine public, dans des domaines utiles à la croissance et l'emploi. Je prends 2 exemples, la recherche et puis l'enseignement supérieur. Pour faire ces investissements, il faut qu'on dégage des moyens par ailleurs. Donc, remettre à plat l'ensemble des dépenses publiques si vous pour faire des économies. Dégager quand même des marges de manœuvre pour ne pas demander aux gens des efforts pour rien. Donc il faut aussi qu'il y ait une petite partie redistributive, mais qui peut être que de la redistribution et pas de la distribution en plus, puisqu'on n'a pas d'argent. Voilà, absolument. La politique fiscale. Alors le deuxième, vous verriez les économies? Je crois dans tous les domaines, dans tous les domaines d'action de l'État. Eh bien, il y a par exemple une informatisation des administrations qui s'est réalisée dans les entreprises privées. Quand il y a informatisation, il y a en même temps disparition de postes de travail. Donc il y a des économies de postes budgétaires qui sont possibles. Les personnes concernées doivent être affectées dans d'autres emplois, au service public naturellement, ce qui s'organise par la mobilité des fonctionnaires. Des expériences ont été tentées en ce sens. Par exemple, la réforme de Bercy, du ministère du Budget, ça a été un échec total. Et pourtant, la gauche a essayé de le faire. Apparemment, donc il y a quand même des résistances très fortes à ce genre de restructuration qui sont nécessaires, qui ont été réussies au ministère des Armées, mais qui ont échoué dans d'autres secteurs de l'État. Quand même que le ministère des Finances, qui n'est sûrement pas irréprochable en tout, est l'un des rares à appliquer la règle du non-remplacement d'un départ en retraite sur 2. Et donc il y a une évolution, une simplification, certes insuffisante, mais qui a commencé sans doute plus que dans d'autres départements ministériels. Les choses ont beaucoup changé, madame, depuis l'expérience malheureuse de Christian Sauter.
on peut penser que la réforme du ministère avait peut-être été présentée d'une façon maladroite. Moi, j'aime beaucoup Christian Sauter. Je sais que c'est un homme honnête et droit, mais bon, peut-être les choses ont été mal présentées. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. Vous savez, lorsque vous assistez, par exemple, dans les campagnes, je ne sais pas si c'est le cas de Philippe dans sa circonscription, dans son département, mais on a fermé beaucoup de perceptions. Bon. Ça n'a pas été la révolution absolue. Actuellement, parce que aujourd'hui, et M. Pébron en parlait il y a un instant, avec les systèmes informatiques, les prélèvements, etc., moi je vois dans les campagnes, plus personne ne va à la perception. Mais le problème de la perception, c'est que c'est le comptable du maire, et qu'on a besoin d'avoir notre percepteur pas trop loin. Mais on peut très bien avoir le percepteur à 10 ou 15 km au lieu de l'avoir à 3 km. Bon, et ça n'a pas été la révolution. Donc, de ce point de vue-là, les choses ont beaucoup évolué. Et de ce point de vue-là, moi, je souhaiterais vraiment que tous les ministères fassent le même effort que Bercy. Alors, Dominique... En plus, j'ajoute que Bercy, c'est le seul ministère qui rapporte de l'argent puisqu'il ramasse des sous, pas les autres. Dominique Méda, puis Laurence Parisot. Oui, non, mais moi je repense par exemple à l'exemple que je connais un peu, qui est celui des pays du Nord. Il me semble qu'il faut inscrire ce type de réforme dans un projet global. C'est-à-dire qu'on dise aux personnes ce qu'on va en faire. C'est-à-dire l'État va investir mieux, et peut-être plus, dans certains secteurs, dans la formation continue, dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, et ça va faire des effets de levier, et ça va produire de la croissance. Mais il faut absolument, par exemple, l'État doit investir aussi, c'est un des sujets de notre bouquin, dans les modes de garde, parce qu'il faut toujours... De garde d'enfants, dans les modes de garde, des enfants jeunes enfants, de 2 ans, 3 ans... Pour permettre aux femmes de plus travailler. Économiser pour dégager les moyens qui permettent d'investir. En effet, nous sommes aujourd'hui dans une situation dans laquelle notre dette publique augmente tous les ans de plusieurs dizaines de milliards d'euros, dans laquelle nos régimes de retraite sont en déficit, nos régimes d'assurance maladie sont en déficit. Il faut d'abord remettre de l'ordre. Ensuite, il est possible, en effet, de redistribuer. Mais si l'on commence à parler de dépenser de l'argent que l'on n'a pas au niveau des administrations publiques, alors on fait peser sur l'ensemble des Français, et en particulier sur les générations à venir, des charges qu'elles n'ont pas à assumer à notre place. Je prendrai un exemple simple. Depuis 10 ans, notre assurance maladie est en déficit. Nous empruntons pour financer nos dépenses de santé, ce qui signifie concrètement que nous reportons nos dépenses de santé sur nos enfants et nos petits-enfants. Est-ce bien raisonnable et est-ce bien légitime alors que ces enfants et petits-enfants auront à supporter leurs propres dépenses? Bien entendu qu'on en paye une partie par la RDS quand même. Quel est le montant de l'intérêt de la dette? Le montant global de l'intérêt de la dette publique aujourd'hui, c'est 40 milliards d'euros. C'est le deuxième poste budgétaire de l'État après l'éducation et bien avant la défense. Et cela représente le produit de l'impôt sur le revenu de l'ensemble des Français. Alors, Laurence Parisot, vous m'avez confié à Europe 1 que vous croyez à une croissance à 4%, à un chômage inférieur à 5%. Est-ce qu'au MEDEF, on croit au miracle? Je vais vous dire, je suis relativement optimiste pour plusieurs raisons, et ce débat en témoigne. D'abord, à la différence de la campagne électorale de 2002, nous parlons économie. Même si je suis d'accord avec M. Charras, nous en sommes au début. La campagne électorale n'est pas dans sa plus grande intensité, mais les premiers enjeux ont tourné autour de questions économiques. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, une nouvelle très très importante, je dirais, ce n'est pas parce qu'il est à côté de moi, quasi historique. Je pense que le rapport de Michel Pébron sur la dette bouscule énormément les perspectives, les points de vue, y compris du grand public. Nous voyons très bien dans les enquêtes, parce que si vous permettez, je peux prendre aussi ma casquette de présidente d'un institut de sondage, que la question de l'endettement est une question qui est, même si elle n'est pas totalement comprise dans sa dimension, suffisamment intégrée comme étant une question importante. Donc ça contribue à la réflexion, au raisonnement. Troisièmement, pourquoi je dis qu'effectivement nous pourrions regarder d'une manière optimiste et la croissance et le chômage, mais tout simplement, et c'est sur la question du chômage que je voudrais insister, nous ne nous sommes encore jamais attaqués sérieusement depuis des décennies, ce n'est pas un problème gauche-droite, à la question du chômage dans notre pays. Pourquoi est-il impossible d'envisager
qu'en quelques années, nous puissions tendre vers un 5%, ce qui est proche du plein emploi, pourquoi s'empêcher de penser et de se donner les moyens pour atteindre cet objectif, alors que des pays très proches du nôtre, par exemple l'Angleterre, mais pas seulement, ont réussi à atteindre de telles performances. Pour cela, il faut bien sûr débattre de tout ce qu'on vient de débattre jusqu'à présent, mais aussi de mettre au cœur de la campagne électorale la question de la baisse du chômage et donc du fonctionnement du marché du travail. Celui-ci a besoin d'être fluidifié, il a besoin d'être stimulé et il a besoin d'être grossi. On peut le faire, mais à condition qu'il y ait un vrai débat sur ce sujet. Donc vous maintenez les chiffres que vous disiez l'autre jour, moins de 5% et la croissance. Il faut quand même pas retirer le fait que Mme Parisot-Ti, on n'a rien fait contre le chômage. Elle a à la fois raison et tort. En réalité, toute l'action, toute l'action qui a été conduite par les gouvernements depuis 1958-59, en période quasiment de plein emploi, ça n'a pas été une action visant à empêcher le chômage ou à régler le problème du chômage. Ça a été une action visant à empêcher que les chômeurs soient trop malheureux. Et par conséquent, bien entendu, il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas trop malheureux avec des systèmes d'indemnisation, mais il faut aussi s'occuper de ne pas alimenter les statistiques. Qu'est-ce qu'on a fait? De ce point de vue-là, on a sans doute été défaillants. On a construit un mur de sécurité, c'est vrai, pour ceux qui étaient déjà dans l'emploi. Mais ce mur, comme tous les murs, empêche ceux qui sont à l'extérieur de l'emploi, c'est-à-dire notamment les nouvelles générations qui ne sont pas encore entrées sur le marché du travail, ou ceux qui en sont momentanément exclus pour une raison ou une autre, à revenir dans l'emploi. Cette question-là, elle est essentielle. Et pourquoi je donne des chiffres optimistes sur la croissance, même s'ils apparaissent comme particulièrement optimistes, c'est parce que de toute façon, plus de travail et donc une baisse du chômage, c'est le premier facteur stimulant de la croissance. Mais est-ce que les organismes paritaires sont suffisamment dynamiques pour essayer de lutter contre le chômage? Je voudrais quand même encore poser une ou deux questions de l'engagement du MEDEF, parce qu'on vous a vu, Laurence Parisot, rassembler 7000 chefs d'entreprise, mobilisés, etc. Et vous leur avez demandé d'être extrêmement actifs pendant tout le long de la campagne électorale, jusqu'au bout, et peut-être même pendant les législatives. Ça s'est jamais fait en France. Et pourquoi vous le faites là maintenant? Vous les voyez intervenir dans des meetings Eh bien, tout simplement parce que rappeler la vérité des chefs d'entreprise. Manifestement, l'entreprise est au cœur de la campagne. Si la croissance, si le travail, si les questions sociales sont au cœur de la campagne, ça veut dire que les entreprises sont au cœur de la campagne. Et de ce point de vue-là, les chefs d'entreprise peuvent apporter leur vision, leurs témoignages, leurs expériences. Vous savez, les chefs d'entreprise, ils savent très bien ce que veut dire redresser une situation. Mais vous savez ce qu'on va vous dire, qu'ils vont aller de meeting en meeting avec ou sans masque porter la parole de Nicolas Sarkozy. Oh, je crois qu'ils ne sont pas partis dans un engagement derrière un candidat. Ils sont partis... Non, parce que ceux qui voudraient faire ça, ils vont à l'UMP. Quand vous êtes... Ils ont bien le droit, les syndicats ouvriers sont de l'autre côté, alors chacun... Jean-Pierre Elkabbach, quand vous êtes engagé, quand vous êtes militant au MEDEF, c'est parce que vous avez d'abord envie de parler des valeurs d'entreprise. Vous savez, il y a un mot qui est un leitmotiv dans notre livre, Besoin d'air, c'est le mot liberté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est propre, c'est liberté d'entreprise, liberté de créativité. Je ne crois pas que ça soit quelque chose qui soit propre à un programme d'un parti. Même quand ça va mal. Monique Santos-Ferber. On ne le demande pas. Il y a environ 2 500 000 entreprises en France, donc surtout des petites entreprises. Elles font une espèce de maillage de toutes les activités sociales. Et en effet, c'est elles qui créent la richesse, qui créent des emplois. Elles sont absolument fondamentales à la vie de la nation et à la croissance, à son développement. Assouplir les règles du marché du travail, rendre celui-ci plus flexible, y permettre d'y découvrir de nouveaux possibles, faire que lorsqu'on perd son emploi, on ait la certitude d'en retrouver très rapidement un autre. Tout cela est très bien, mais vous savez sans doute que c'est perçu par toute l'opinion comme une précarité accrue de la condition de travailleur, comme une sorte de démantèlement de ce qu'on appelle le droit du travail, de ce qui est le droit du travail. Alors comment faire pour arriver à faire se rejoindre ces deux exigences qui sont tout aussi légitimes, qui est d'assouplir le marché du travail d'un côté, mais en même temps de donner des garanties suffisantes en termes de formation, en termes de débouchés nouveaux, en termes de requalification, pour permettre aux personnes de ne pas sentir une rupture professionnelle comme une condamnation sans appel.
D'abord, vous savez, quand on demande des évolutions ou des modifications dans le droit du travail, ça ne veut jamais dire qu'on demande un démantèlement du droit du travail. Ça veut dire sur certains aspects, nous préconisons de faire les choses autrement pour donner cette souplesse dont nous avons besoin. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que certains comprennent mal. Par exemple, il apparaît comme très paradoxal aux yeux de la plupart des Français, je le comprends, quand on leur dit si nous avions un peu plus de facilité pour licencier, nous embaucherions beaucoup plus. Ça, je comprends que ça soit très difficile à expliquer. Alors la première chose, c'est faire la pédagogie, mais la deuxième chose aussi, et ça je l'ai toujours dit, c'est avec les syndicats que nous voulons avancer. C'est pour ça que nous avons engagé un processus qui s'appelle la délibération sociale. Nous ne sommes pas encore dans une phase de négociation, mais déjà de confrontation diagnostique, de cheminement, et tenter de faire en sorte que petit à petit, effectivement, les points de vue se rapprochent. Alors, Dominique Méda. Oui, non, juste sur cette question de licencier plus facilement, j'ai l'impression qu'on revient au débat qu'on avait au moment du CPE. Et moi, je suis pas sûre, quand même, j'ai beaucoup regardé cette question-là, beaucoup étudié les pays du Nord. Je suis pas sûre que, pardonnez-moi, hein, qu'on ait vraiment besoin de licencier plus facilement. J'ai l'impression qu'on a tout un arsenal déjà à disposition, qu'on peut faire beaucoup de choses, et que la principale question aujourd'hui, c'est moins celle de pouvoir se séparer facilement de son salarié, que celle, justement, de pouvoir conjointement, État et entreprise, mieux le former tout au long de sa vie, pour être capable d'avoir des emplois bien qualifiés, ce qui est bon à la fois pour le salarié, qui sera bien payé, et ce qui est bon pour les entreprises, qui pourront enfin se remettre dans la division internationale du travail sur de bonnes positions, alors qu'aujourd'hui elles sont sur de mauvaises positions. J'étais en Europe du Nord toute la semaine dernière, et je voudrais évidemment souscrire à ce que vous dites, mais en même temps nuancer. Car ce sont des modèles nationaux très différents du nôtre. Alors, c'est vrai qu'on peut aller au Danemark, par exemple, voir le président des syndicats de la métallurgie. Il vous tient un langage sur la flexibilité et le marché du travail que vous ne désavoueriez pas, et même vous le trouveriez extrémiste, Laurence Parisot, par rapport à votre organisation. Mais en même temps, c'est un État où l'on est très attaché à une protection très large, absolument, où le taux de prélèvements obligatoires est de 8 à 10 points supérieur au nôtre, et c'est en quelque sorte une autre société. Ça marche, mais on se pose beaucoup de questions sur la pérennité et la soutenabilité du modèle. Au demeurant, ce sont des États. J'ai été successivement en Finlande, en Suède, au Danemark, où l'on est capable, autour des problèmes que pose la mondialisation, de se mettre autour d'une table, et d'aborder de manière lucide les questions de l'avenir. Alors, qu'au moins la présente campagne électorale permette de structurer le débat de telle sorte qu'après, on puisse vraiment réformer. Nous, autour de Nicolas Sarkozy, c'est le mandat que nous recherchons dans cette campagne électorale. Madame Méda, je voudrais revenir quelque chose sur ce que vous avez dit sur les pays de l'Europe du Nord. Et sur cette question du licenciement. Oui. Parce que cette question, elle est fondamentale pour la croissance des TPE et des PME. L'OCDE fait un calcul statistique régulièrement qui mesure le degré de rigidité de toutes les procédures d'embauche et de licenciement. Alors, soit on peut dire degré de rigidité, soit degré de protection pour le salarié, suivant qu'on se place d'un côté ou d'un autre. Figurez-vous que la France est dans une situation où c'est encore plus rigide dans notre pays qu'en Suède, qu'en Norvège, qu'au Danemark, qu'en Finlande. Ce que nous demandons, c'est juste une chose. C'est, imaginons de faire dans notre droit du travail la même révolution que ce que nous avons fait en 1975 en droit civil. À cette époque-là, en France, les sénateurs et les députés ont fait quelque chose de tout à fait historique. Ils ont voté. Et oui, on peut. Mais vous n'étiez pas encore là, quand même. Ne le provoquez pas. Il attend. Calmement et toute griffe dehors. Alors, Dominique Méda, vous répondez. Allez. Ils ont voté le divorce par consentement mutuel. Imaginons la même chose comme un dispositif de plus. Je ne retire rien à ce qui existe aujourd'hui. Comme un dispositif de plus, eh bien moi je vous dis que c'est 1000 embauches pour un litige. Alors, réponse de Dominique Méda, on va quand même vous interroger sur le deuxième âge de l'émancipation. D'accord, mais sur l'OCDE, la toute dernière étude, les perspectives de l'emploi 2006, ils reviennent, vous avez bien vu, ils reviennent complètement sur les premières corrélations qu'ils avaient faites entre chômage et protection de l'emploi.
Si, vous êtes d'accord. Deuxièmement, au Danemark, le Danemark qu'on présente comme le plus flexible, impossible de licencier comme on veut, parce que les syndicats regardent et parce qu'il y a des lois antidiscrimination. Donc, vous ne pouvez pas licencier en aucun cas comme vous voulez. Et troisièmement, le coût du divorce, je trouve ça bien, parce qu'en effet, ça, à nous, les femmes, notamment, ça nous donne envie. C'est pas licencier comme on veut. Non, il y a de nombreux cas dans une entreprise où, au fond, c'est plus intéressant de se séparer, parce que un tel ne s'épanouit pas dans l'entreprise et l'entreprise n'y est pas gagnante. Et ça peut donner tout à fait un autre thème. Alors, Michel Charasse, Michel Pébreau, je vous réinterrogerai enfin sur votre livre. Je ne peux pas trop longtemps sur... je m'excuse de dire ça à Madame Parizeau, mais le sujet que nous abordons depuis 5 minutes, c'est un élément de détail d'un ensemble. Alors c'est un détail qui compte, je me méfie du mot détail d'ailleurs depuis quelque temps, mais bon, c'est un élément d'un ensemble. Aujourd'hui, les Français ont besoin d'être rassurés. Or, contrairement à ce qu'on peut croire, ils sont terrorisés par la dette. Et le message Pébreau, s'il me permet de l'appeler comme ça, a fini par passer. Ça a mis quelques mois, ça a mis un certain temps, mais maintenant, ils sont terrorisés. D'autant plus que certains d'entre nous, nous tenons notre promesse, faite devant vous, d'interroger régulièrement les leaders politiques sur la dette. Donc une obsession, la dette. Ils sont terrorisés et il se trouve que aucune des formations politiques responsables républicaines n'a dit, après le rapport Pébreau, que c'était pas vrai. Donc tout le monde l'a intégré plus ou moins dans son discours. Et les Français sont terrorisés par ça. Moi, je ne vois pas comment nous pourrions faire une campagne présidentielle sans répondre à cette question. Deuxièmement, contrairement à ce qu'on croit, moi je suis dans une province où il y a des gens modestes, des ouvriers, des petits salariés, etc. Ils sont terrorisés par l'affaire des retraites. En se disant, mais est-ce qu'on va toucher nos retraites? Et le phénomène actuel des gens qui, en perdant de l'argent, se précipitent pour faire liquider leurs droits à retraite, même en perdant de l'argent, c'est parce qu'ils disent, quand ça sera fait, on ne me touchera pas. Et il faut répondre aussi à cette question. Or, moi je constate, j'ai fini Jean-Pierre, je constate que depuis le début du processus préélectoral, si je puis dire, sur ces deux questions-là, tout le monde se défile. On ne va pas pouvoir se défiler jusqu'au mois de mai. Justement, est-ce que il faudra bien dire à un moment ce qu'il en est. Est-ce que les citoyens, et Dominique Méda, qui participent au débat participatif, etc., naturellement, ils sont conscients comme les autres, ils sont inquiets. Est-ce qu'ils seraient prêts à se serrer la ceinture pour réduire à leur place la dette? Je crois que les Français sont prêts à beaucoup de choses, pourvu qu'ils aient le sentiment que l'effort est bien partagé. Or, on ne peut pas, par exemple, y compris d'ailleurs les organisations syndicales, bien sûr, mais même les organisations patronales nous disent qu'il faudrait qu'on puisse être aidé, plus... Il faut nous dire... Non, mais il faut nous dire, madame, à chaque fois... Pas de l'aide. Oui, mais attendez, vous contrôlez pas tous vos gens sur le terrain. Or, je dois dire que... Dans 2 milliards et demi pour la SNCF, justement. On nous demande, dans les collectivités locales en particulier, régions, départements, communes, on nous demande sans arrêt des aides complémentaires pour faciliter ceci, cela, etc., dans tous les milieux sociaux, sans jamais nous dire où on prend l'argent. Et quand on voit déraper les choses, par exemple sur les impôts locaux, c'est un sujet que Philippe Marini connaît bien, dans cette maison on le connaît bien, bon, il faut que les gens prennent l'habitude de nous dire, eh bien si on doit améliorer ici, où on le prend. Oui. Et justement, c'est toute la difficulté, c'est d'obtenir la réponse. Alors, comme il dit, comme Michel Charasse dit, le Pébreau s'exprime. Quelques éléments de réponse. Premièrement, notre pays est le numéro 3 dans le monde pour le niveau de ses dépenses publiques par rapport à sa production nationale. Et non pas à plusieurs points de la Suède qui est numéro 1, mais à 2 points. Donc nous sommes à un niveau de dépenses publiques colossal. Les pays du nord de l'Europe dont vous parlez, madame, ont une petite caractéristique différente de la nôtre. Ils dégagent chaque année un excédent budgétaire de plusieurs points de leur production nationale, ce qui signifie que leur dette diminue tous les ans. Oui. Il est urgent que nous mettions de l'ordre dans nos dépenses publiques. Notre premier problème est qu'une grande partie de nos dépenses publiques sont inefficaces,
que nous faisons des déficits et de la dette publique pour financer les dépenses courantes de l'État. Parce que, en permanence, certains Français demandent, avec les meilleures raisons du monde, des dépenses supplémentaires en laissant de côté la nécessité de trier dans les dépenses existantes. Les Français et Il les faut entreprises, vous mettre êtes fin. d'accord. Mais tout le monde. Nous sommes tous français, madame. Nous sommes tous français. Il faut sortir de ce système et c'est le moyen. Non mais Dominique Méda dit, pardon, les entreprises pour bien montrer que ça concerne un peu tout le monde. Quel est le montant des prélèvements obligatoires sur les entreprises? Premièrement, 280 milliards. Non mais parce que Dominique Méda a lu comme nous le rapport de l'inspection des finances. Si vous avez du temps, regardez un peu les dépenses des chambres de commerce. Or ça, c'est les entreprises qui payent. Non, c'est pas moi ça. Oui, mais c'est pas vous. C'est payé par les entreprises. Je peux vous dire que les séminaires à la Martinique, ça coûte Non pas mais cher. attendez, ça c'est une taxe parafiscale. Si vous voulez changer la loi sur le sujet, c'est. Alors le Pébro, il faut donc que nous remettions de l'ordre dans nos finances publiques. Et cela suppose que l'on s'attaque à la fois au budget de l'État et d'abord au budget de l'État qui doit donner l'exemple et revenir à l'équilibre. Et qu'ensuite, en effet, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? eh bien, qu'il stabilise pendant 5 ans sa dépense en euros courants, ce qui n'est pas un effort gigantesque, en redistribuant à l'intérieur de ses dépenses de façon à mieux allouer sa dépense. Il faut qu'un euro public soit dépensé avec le même souci d'efficacité que celui que chacun de nous a pour ses euros privés. On ne peut pas accepter le gaspillage des euros publics. On ne peut pas accepter que chaque fois qu'un problème se présente, le groupe concerné par ce problème demande un peu plus d'argent public. Et quel que soit l'intérêt de telle ou telle des dispositions qui sont prévues dans les ouvrages que vous avez sous les yeux, je vous dis solennellement qu'il faut commencer par mettre de l'ordre dans nos finances publiques avant d'envisager des dépenses publiques supplémentaires. Sinon, notre croissance économique sera affectée et nous n'aurons pas les moyens de rétablir une tendance de croissance qui nous permette d'améliorer le niveau de vie des Français. C'est cela qui est en cause aujourd'hui. Vous comprenez, nous avons devant nous le vieillissement de la population française, qui était connu depuis de longues années et qui est en train de se réaliser. Ça signifie concrètement moins de Français pour travailler, globalement, et plus de Français pour recevoir des retraites ou dépenser de la sécurité sociale, de l'assurance maladie. Il faut donc absolument relancer notre machine économique. Tout doit partir des finances publiques. Donc des tous les économies pays d'Europe du initiales. Nord, tous les pays d'Europe du Nord qui ont été évoqués tout à l'heure ont commencé par une remise en ordre fondamentale de leurs finances publiques. La Suède et la Finlande, qui ont été cités tout à l'heure, sont des pays qui ont baissé de 10 points. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Attendez une petite minute. Oui. Est-ce que Michel Pébro, pendant toute la campagne, vous allez jouer le rôle de commandeur et rappeler à droite, à gauche, l'endettement, jusqu'au bout, comme l'a demandé Laurence Parisot, mais à votre place. L'Institut de l'entreprise, qui est un groupe de réflexion, jusqu'à la fin de la campagne, évaluera les différentes propositions qui sont faites par les candidats en ce qui concerne leurs conséquences pour les finances Même publiques. si ça vient de ceux qui peuvent être soupçonnés comme étant de votre camp. Elle le fait tous les jours, l'Institut de l'entreprise le fait tous les jours pour les programmes des principaux candidats. Chacun son tour, parce que je suis après obligé de hausser le ton et on va croire que je suis en colère, ce qui n'est pas vrai. Le diagnostic est parfait. Économie avec la réforme de l'État, économie dans le régime d'assurance sociale, économie dans le régime des collectivités territoriales. Les hommes politiques de droite ou de gauche en sont conscients depuis 10 ans. Ils ont essayé de le faire, ils ont tous échoué. Est-ce que c'était pour des raisons de conjoncture ou est-ce que c'est pour des raisons structurelles? Et dans ce dernier cas, pourquoi ces mêmes raisons ne se reposeraient-elles pas et ne s'opposeraient-elles pas à toute tentative de réforme dans les années qui viennent? Tous les grands pays, tous nos concurrents ont fait cet effort. Les Français, dans toutes nos entreprises, ont fait cet effort. C'est-à-dire que si les entreprises françaises sont aujourd'hui compétitives, c'est que leurs salariés ont accepté dans chacune d'entre elles les efforts nécessaires pour rétablir la compétitivité. Il n'y a aucune raison que ce que font tous les autres peuples du monde et que ce que font les Français dans les entreprises françaises, les Français ne l'acceptent pas comme citoyens. Alors, attendez, non, s'il vous plaît, non, ça suffit, Monique, ça suffit. Il manque une partie importante du raisonnement. Vous, c'est-à-dire on parle de il manque finances. vous. Non, on parle de finances publiques. Attendez-vous, mais je C'est voudrais pas seulement d'abord les dépenses écouter. publiques. Écoutez, monsieur le sénateur. Oui, monsieur le... Faites comme si vous êtes. Moi, je ne suis pas le président. policier, non, ni même un président de séance. Écoutez Madame Méda, parce que Madame Méda Plaisir. publie un livre, La République des idées au seuil, sur le deuxième âge de l'émancipation. Il y a eu un premier âge,
naturellement l'émancipation sexuelle, le corps, etc. des femmes. Et vous dites aujourd'hui, il y a une panne pour l'émancipation. Il faut un deuxième âge parce que 8 femmes sur 10 sont présentes sur le marché du travail, elles sont formées, éduquées et elles ont le problème des enfants. D'accord. J'aimerais bien reprendre tout ça d'une façon globale et dire qu'il ne me semble pas que c'est en terrorisant les gens ou en n'utilisant pas toutes leurs compétences qu'on va s'en sortir et qu'on va s'en sortir par le haut. Donc, première chose, non mais quand on dit de réforme des dépenses publiques, moi je suis entièrement d'accord. Si on regarde finances publiques, et pas seulement des dépenses publiques. Tout à fait d'accord avec vous, madame. Donc, de quoi s'agit-il si on regarde ce qui s'était passé dans les pays du Nord? Ça a été une réforme consistant beaucoup à territorialiser, à décentraliser, à faire des agences, à évaluer, à supprimer les doublons, à faire de nouvelles conventions avec les secteurs privés. Très bien, mais on n'a jamais coupé dans les prestations des gens. Donc, arrêtons de terroriser les gens et de leur dire que pour s'en sortir, il faut les licencier, les jeter dehors, ou leur couper leur essayons d'aller. Les gens ont quand même le sentiment de ce que dit Madame Bédard. Écoutez, moi je voudrais répondre à ça. Vous savez, mais bien sûr. Vous nous dites qu'on doit construire ensemble. Qui a tendu la main aux organisations syndicales? C'est moi. Très bien. Qui a dit aux organisations syndicales réfléchissons à la sécurisation des parcours professionnels? C'est moi. Et nous sommes en train d'y travailler. Vous savez ce que vous dites? Au Conseil économique et social, vous n'avez pas voté l'avis permettant précisément de faire les grandes réformes de représentativité qui rendront les syndicats plus forts. Madame, comme Force ouvrière, comme la CFTC, comme la CGC, il doit y avoir bien des raisons. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je voudrais vous dire quelque chose. Ne dites plus jamais salarié jetable. Il n'y a pas de salarié jetable. Vous dites séparation. Vous dites séparation. Travaillons ensemble. Il n'y a pas un chef d'entreprise qui pense à ses salariés, à ses équipes en ces termes-là. Et ça me rappelle justement ce qu'on disait en 1975 chez ceux qui étaient contre le divorce à l'amiable. On disait qu'est-ce que ça va faire? Ça va favoriser les caprices. Et bien c'est bien la même chose quand on critique cette chose-là, on dit ça va favoriser le caprice du chef d'entreprise. Il n'y a aucune égalité entre les salariés et les chefs d'entreprise, vous le savez très bien. Et le droit du travail est là précisément pour protéger les salariés. Ça n'empêche, on garde le reste. Soyons simples, je citais l'exemple des cantines scolaires tout à l'heure. Mais vous ne voulez pas que les entreprises embauchent, c'est ça que ça veut dire. Soyez simples les uns et les autres. Je citais l'exemple des cantines scolaires tout à l'heure. Est-ce que tous les gens qui envoient leur enfant à la cantine gratuite ont besoin de cette gratuité? Il faut déjà commencer par se poser la question. Or, on a des systèmes de distribution en France tellement uniformes que ceux qui mériteraient vraiment d'être aidés ne le sont pas beaucoup, parce qu'on aide des gens qui mériteraient pas de l'aide. Il faut que ce soit proportionnel. Donc il faut avoir le courage de mettre tout ça sur pied. Et surtout, on disait, je ne sais plus si c'est vous, peut-être Madame Parisot, disait tout à l'heure, pourquoi les hommes politiques, etc. Les hommes politiques, malheureusement, ils ont affaire en face, ils l'écoutent beaucoup trop à mon avis, moi je m'en suis jamais soucié, et je suivais toujours le président Mitterrand sur ce plan qui s'en fichait complètement. Ils écoutent beaucoup l'opinion publique, la presse et le reste, etc. Souvenez-vous quand même, la réforme Juppé de 95, encensée par la presse pendant 3 jours, et par sa majorité aussi. À partir du 4e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un certain nombre de journalistes ont vu des ramulots dans des bistrots qui ont commencé par leur dire des conneries et qui se sont fait l'écho des conneries. Voilà, c'est tout. Par conséquent, lorsqu'on a un mandat qui démarre, on a la chance d'avoir devant soi une période qui permet toutes les audaces. Mais il faut prévenir les gens avant. Oui, mais c'est quand même à une condition, c'est que la politique ne soit pas punitive. Attends, il répond Michel Pébro, le Pébro, et après le Marigny. Exact, madame, que nous ayons écrit. Où que ce soit, qu'il était que nous souhaitions que les salariés des entreprises puissent être licenciés et jetés dehors, si je puis dire, comme nous ne l'avons jamais écrit, nous n'avons rien écrit ce que vous avez dit. Non, vous avez dit, mais moi j'ai lu entièrement vos livres et le livre de Madame Parisot qui dit pour embaucher, nous devons pouvoir nous séparer de nos salariés. Mais ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on ne peut pas dire au contraire, pour bien travailler, nous devons travailler ensemble? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laurence Parisot, Dominique Bédard. Ça va, un peu de calme. Un peu de calme. C'est le hasard qui a fait qu'on vous a disposé géographiquement les uns en face des autres. Mais face à face. Philippe Marigny. Oui, il me semble qu'une politique qui est là pour libérer les énergies ne peut réussir qu'à une condition, c'est ne pas être perçue comme punitive. Et moi, je renvoie dos à dos 2 politiques. L'une qui ne s'occupe que des dépenses publiques et qui est une politique de la hache.
Je ne dis pas que la politique de l'âge n'est pas nécessaire, mais elle doit entrer dans son ensemble. Et une autre politique, qui est la politique du partage du travail, qui est une politique punitive. Parce que c'est une politique qui refuse à l'économie les moyens de sa croissance et de son développement. Et je crois qu'on en a fait véritablement l'expérience ces dernières années avec les conséquences des 35 heures et les états d'esprit que cela a créé dans notre économie. D'un côté, punition. De l'autre, punition. Vous n'avez pas le droit de travailler davantage. Ce dont on a réellement besoin, c'est de dépasser cette contradiction. Et donc de raisonner sur les finances publiques. C'est pour ça que je réagissais tout à l'heure, pas seulement sur les dépenses, mais aussi sur les ressources. Quelle est la fiscalité qui nous rendra compétitifs? C'est une question clé. On peut abaisser les taux des impôts et augmenter les recettes. Mais bien des États l'ont fait. Et si nous prenions par exemple l'engagement de nous revoir peut-être dans un mois et demi, les mêmes, et de voir comment évolue la campagne électorale, vous seriez d'accord? Ah oui, pour moi. Et bon, Ça serait peut-être moins drôle pour les candidats. oui, Philippe Marini, dans vos entretiens avec Sylvain Attal, avec une préface de Nicolas Sarkozy, vous dites propos pour la rupture. Mais vous savez que vous êtes maintenant presque le seul à dire rupture, parce que même votre candidat ne le dit plus. Mais il a inventé le concept. C'est un livre qui a 2 mois. Hein. Oui. Il est sorti en novembre, mais je ne le renie en rien. Et, comme on dit, surtout ici dans la bibliothèque Médicis, scripta manent. Bon. Et la rupture a été une idée de génie. Et depuis 1978, chaque élection est une alternance. Les insatisfactions, les attitudes négatives l'ont toujours emporté, à la fin d'une législature, sur les attitudes de soutien du gouvernement en place et des conformismes ambiants. Sortez les sortants. Voilà. Donc, il faut sortir de ce réflexe. Et la rupture consiste à se poser des questions fondamentales, comme on le fait en ce moment entre nous. Flexibilité du travail, dans quelle mesure une rénovation du droit du travail conditionne-t-elle ce nouvel appel aux énergies, cette capacité d'adaptation? Monsieur le sénateur Philippe Marini, je vais rester frustré. Oui. Non, je vais justement aimer en dire un mot. Oh ben alors, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. En lien avec ce que vous avez dit. Ne lui répondez pas. Non, On va non, engager c'est pas... là. Oui, voilà. sur le livre. Ah non, mais justement, pour revenir sur le travail, vous dites c'est très mal parce qu'on a partagé le travail, les 35 heures, etc. Je dois vous dire, je vous donne des verges pour me faire battre. Moi, j'étais très pour les 35 heures. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était un moyen que le raccourcissement de la norme du travail à temps complet, c'était un des seuls moyens de permettre aux femmes de se mettre à égalité dans l'emploi avec les hommes. Et donc, on avait là un moyen. Et c'est pas le cas. Alors, Ou c'est le cas. Mais est-ce que vous avez changé d'avis? Attendez. un peu. Un peu, mais alors, formidable. j'ai énormément regardé. Hein. Donc j'ai regardé, ça a amélioré la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Avoir juste ce petit intermède, avoir des enfants, ça aussi c'est une richesse pour la société. Or, cette richesse collective, elle se transforme en punition privée pour les femmes, parce qu'elles accèdent moins à l'emploi ou à des emplois beaucoup moins intéressants, beaucoup moins. Donc, moi je pense qu'on ne peut pas, à 2 fois 70 heures, ou à 2 horaires très atypiques, bien élever des enfants. Je pense donc qu'il faut que le monde du travail se réorganise, peut-être revoie un peu en effet l'organisation du temps de travail, pour permettre aux pères et aux mères, aux hommes et aux femmes, de s'inscrire pleinement et également dans l'emploi. Voilà pourquoi il me semble qu'on doit tenir vraiment en très grande considération cette question du temps de travail. Il n'y a pas que les entreprises qui produisent de la richesse, il y a aussi les familles le temps en partiel, faisant des enfants. 85% des femmes qui travaillent sont à temps partiel. Et que beaucoup d'entre elles se plaignent. 30% des femmes travaillent en temps partiel. Et qu'est-ce que c'est alors les 85%? Le 85%, ce sont le temps partiel est occupé à 85% par des femmes. Et vous dites que le système social et fiscal, dans le livre, protège les couples dans lesquels la femme est inactive. Bien sûr. Et en même temps, il est fondé sur le modèle de la famille traditionnelle, un peu autoritaire, où on fait comme si la femme était quelqu'un de dépendant, était quelqu'un à charge, et donc on donne à ce couple une partie de quotient supplémentaire. Est-ce que c'est normal? Non, nous sommes majeurs. Expliquez ce qu'elle veut dire. Nous voulons être dans l'emploi pleinement. Vous voudriez qu'on développe les gardes d'enfants dès les maternelles de 2 ans. Nous les femmes. Bon, et attendez. Voilà. Et vous chiffrez les besoins. Aujourd'hui, c'est 22 milliards et quelques. Vous dites qu'il en faudrait 5 milliards de plus. Ça ferait 28 milliards. Oui. Qui les financerait? Alors, ça ferait 28 milliards si on restait je dirais, à structure inchangée, c'est-à-dire on garde des crèches organisées de la même manière, alors qu'on sait très bien qu'on pourrait revoir les normes, par exemple. Mais notre politique... Moins de sécurité pour les enfants? Non, bien sûr que non. Par exemple, au Danemark, toujours, le Danemark consacre 2,7% de son PIB à la garde des enfants. Donc il y a des pays, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays qui font les bons investissements. Donc plus de crèches. Plus de crèches. Financées par qui?
Financé par qui? Mais par les parents. Financé mais oui, un peu par les parents, un peu par l'État, un peu par les entreprises. Je vais vous aider. Figurez-vous que de plus en plus, les MEDEF territoriaux financent des crèches d'entreprises pour regrouper les enfants des salariés des PME. Donc il en faut Ça, dans je crois que c'est très l'administration bien. et que ça se développe dans les entreprises. Il faut que ça se développe partout. Oui. Voilà. Je pense qu'il faut faire feu de tout bois et qu'il faut que ça se développe partout pour permettre aux femmes d'être dans l'activité. L'OCDE nous dit que si on développe fortement les modes de garde, on comblera le gap de taux d'emploi entre hommes et femmes, c'est-à-dire 14 points, et ça nous donnera un surcroît de croissance. Voilà. Oui, mais moi je me méfie beaucoup quand de même. l'OCDE. Non, mais des comparaisons internationales. Parce que vous pouvez trouver, par exemple, sur le Bangladesh, des positions statistiques qui sont bien meilleures que les nôtres. Mais quand on juge globalement, donc il faut tout comparer. Ah oui. Mais moi je crois que sur les 35 heures, je vois bien la manière dont le débat s'oriente chez Nicolas Sarkozy, chez Ségolène Royal, etc. Écoutez, personne ne les supprimera et personne ne reviendra en arrière. Par conséquent, c'est pas non. Je prends le pari. Madame, je pense Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous dans 5 ans Madame, je suis d'un naturel optimiste, mais là, je peux vous dire qu'à mon avis, personne ne reviendra vraiment en arrière. La réalité reviendra. Par conséquent, d'accord, mais bon, donc je crois en réalité qu'il faut aborder, vous êtes d'accord maintenant, aborder les problèmes qui sont posés par la dette, par le financement des retraites, par le financement social, etc., compte tenu des conditions que va trouver le président élu et la majorité parlementaire élue à l'Assemblée nationale. Donc, qui modifie les choses dans le sens qu'ils voudront pendant les 4 ou 5 ans peut-être, mais en tout cas, ils vont démarrer là-dessus. Philippe Marini, c'est très bien. Nous avons la chance de l'avoir à la Commission des Finances et de parler souvent avec lui et d'entendre ses communications. Il sait très bien que nous avons fait un progrès important en 2006 en matière de gestion budgétaire et de déficit, mais c'est assez largement conjoncturel. Donc la situation sur la dette. sur la dette. La situation peut donc à nouveau se dégrader. Et par conséquent, on ne peut pas attendre jusqu'à la Saint-Glinglin pour regarder ce que les choses... D'autant plus que Bruxelles nous surveille et qu'on oublie complètement... Oui, quand je vois, par exemple, plus personne ne parle des OGM actuellement. Bon, sauf que la Cour de justice se prépare à condamner la France à 500 et quelques mille euros par jour d'amende jusqu'à ce qu'on transpose la directive OGM. Mais personne ne veut. On peut très bien... Peu importe. Donc on escamote le texte. Cher Jean-Pierre, Qui a la été voté au question Sénat. n'est pas là. Nous avons une règle européenne. Alors, où on envoie le corps expéditionnaire à Bruxelles pour leur foutre des coups de canon sur la figure, ou on applique. Sinon, on sera condamné et on paiera. Bon, est-ce que vous pensez que c'est une situation agréable de se trouver pour 6, 7, 8 ou 9 mois, c'est-à-dire au moins jusqu'au mois de septembre, dans une situation où la France aura près de 600 000 euros d'amende à payer pour non-transposition? C'est pas bon pour la dette. Et c'est la même chose en ce qui concerne le Conseil des ministres des Finances qui met les pays sous observation. Donc ils viennent de lever les sanctions pour la France, forcément. C'est mathématique. Moi, je ne suis pas d'ailleurs effrayé par tout ça, puisque j'ai négocié Maastricht. Les 3%, c'est mon invention. Et les 60% de dette aussi. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais à 1,2% de déficit. Et en matière de dette, j'étais à peine à 50. Par conséquent, j'avais pas de problème. J'avais dit à Mitterrand à l'époque, c'est un maximum. On peut y aller. Vous avez vu que cette semaine, la France a été saluée à Bruxelles parce qu'on est passé sous les 3%. Il faut, chers amis, partir de la situation qu'on va trouver au mois de juin, juillet. Et après les Allemands. Au mois de juin, juillet, et Philippe Marini le sait très bien, en juillet, vous aurez un collectif budgétaire, quel que soit l'élu des Français et sa majorité. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce collectif? Si c'est pour mettre d'abord de la distribution, alors là, c'est foutu. Alors, par conséquent, mettre de la réforme ça fiscale veut dire d'abord. que s'il doit y avoir un élément distributif, ça ne peut être, à mon avis, Michel Pébron va dire que je suis obsédé, qu'un élément redistributif. C'est-à-dire ne pas creuser de déficit supplémentaire. Alors, Monique, et amorcer sérieusement une question et on va vers la conclusion. Croyez-moi, les Français sont très inquiets de la situation financière du pays. Parce qu'à force qu'on leur en parle depuis le rapport Pébron, c'est rentré dans les esprits, même des gens qui sont les braves gens que vous rencontrez au magasin, qui achètent leur baguette de pain, etc., ils vous disent, bon, et ma retraite, ici, là. Vous pensez que vous avez bien fait de nous alerter avec Donc je crois que l'angoisse mérite je crois qu'il est réponse. temps. Je crois que c'est Et que les indispensable. peuples angoissés sont des peuples dangereux. Je pense que notre pays n'est pas en déclin. Je pense que notre pays a la capacité de se redresser. Je pense que notre pays a la capacité de faire la course en tête dans la compétition internationale.
et que la France peut attirer les investissements et les emplois. Mais cela suppose que nous regardions notre réalité en face et que nous nous rendions compte d'abord qu'au niveau du travail, nous avons besoin de travailler davantage. La France a baissé son nombre d'heures travaillées par habitant de 23% entre 1970 et 2002, quand la moyenne des pays de l'OCDE stabilisait le nombre d'heures travaillées par habitant et que les États-Unis l'augmentaient de 15%. Vous faites souffrir Dominique Méda. Et oui, je la fais souffrir parce que la réalité est toujours douloureuse. Attendez, laissez la réponse. C'est bien que c'est le taux d'emploi qui importe. Qu'est-ce que vous dites à votre ami que vous inspirez un peu? Si j'ai raison de lire la presse. Mais non, mais c'est le taux d'emploi qui Ségolène importe. Royal. Il faut mettre tout le monde, les seniors, plus les jeunes, les femmes dans l'emploi, et on n'aura plus de problèmes. Parce que chacun travaillera un peu plus, qu'il permettra de créer de nouveaux emplois. Alors là, je crois pas. Mais madame, pense je peux vous dire juste un exemple. Vous êtes un patron de TPE. Vous travaillez 7 heures par jour. Vous avez besoin d'une secrétaire. J'ai lu ce que vous disiez. Et s'il travaille 10 heures, il en embauchera Eh 2. ben oui, c'est comme ça que ça marche. Non, Moi, mais- j'ai vu très concrètement, j'ai dirigé une entreprise industrielle. J'ai vu un moment où on a baissé effectivement le nombre d'heures de travail. Eh bien, tout le bureau d'études, parce que les dessinateurs industriels travaillaient moins, le bureau qui faisait des maquettes, on a dû diminuer le nombre de salariés dans cette équipe-là. Embaucher les seniors et passer de 37% à 60%. Tout ça, mes amis, c'est un problème de volonté politique. Si l'élu Non, aime alors, la France, c'est si d'abord un l'élu problème aime de les Français... mécanisme économique. Non mais attendez, de si, mécanisme je m'excuse, économique. c'est aussi un problème de gouvernement. Si l'élu des Français aime la France, aime les Français, aime l'État, rétablit l'autorité de l'État, est honnête et dit les choses telles qu'elles sont, ça marchera. Parce que les Français suivront. Mais je vous dis, il faut qu'ils aient le sentiment que c'est justifié et juste. Comprendre l'économie, c'est pas rétablir l'autorité de l'État. C'est deux choses différentes. Dominique de Villepin qui disait l'autre jour, la situation va mieux, il faut cesser les jérémiades. Dominique Méda. Il n'y a pas de jérémiade. Non, qu'est-ce que- Non, mais moi je dis, il faut arrêter de terroriser les gens et il faut qu'on apprenne. Mais ça va un peu mieux ou Non, mais pas il faut. Oui, ça va certainement un petit peu mieux. Mais il faut qu'on apprenne à travailler tous Et c'est ensemble. lui qui terrorise avec Là, on est sa dette. On est On nous- d'accord, on est Et il d'accord. faut arrêter la le vérité, il sera clientélisme. discuté. Jean-Pierre Elkabbach, il faut arrêter le clientélisme. C'est-à-dire que nos systèmes, avec tous les dégrèvements, toutes les déductions que chacun vient négocier en allant au guichet successivement, ça doit se terminer. Et qu'un élément de la rupture, Donc vous c'est le ça. dites à votre Oui, candidat. mais je ne cesse, je l'ai écrit, je le dis, et j'espère que ça se fera un peu à partir de juin-juillet prochain. Bon, alors un mot de Monique, un mot, avec des Monique, taux un plus mot. faibles. Juste un Et une mot. assiette Les gens plus ont large. peur d'être licenciés. Lorsqu'ils sont licenciés, on n'a qu'à les former, leur donner une qualification, des moyens de réadaptation, des atouts supplémentaires. Les femmes sont disqualifiées sur la sphère du travail. Aux États-Unis, elles sont promues par un souci de parité, mais elles sont promues dans une culture de valorisation du travail. C'est ça qu'il faut rétablir. La parité des femmes dans les hautes fonctions de direction, ça va de pair avec la valorisation du travail. Il faut donner des atouts aux personnes, il faut leur redonner confiance. Et pour ça, la politique économique est absolument fondamentale. Michel Pébro. Le Pébro, on peut terminer avec lui. Je Le voudrais- Pébro. je Attendez. voudrais simplement dire... Oui. Allez-y. C'est Vous le allez dire en turbo des conclusion. temps modernes. Voilà. Oui. Le Pébro, est-ce qu'il nous dit Métro. qu'une campagne électorale qui va durer comme ça des mois, est-ce que c'est du temps gagné ou du temps perdu pour l'économie et pour un pays C'est le comme temps le nôtre? démocratique Si nécessaire. le, Bien sûr que c'est nécessaire, ça, si les évidemment, vrais- si les indispensable. vrais problèmes sont mis sur la table, c'est du temps gagné, c'est du temps utile, parce que c'est une façon pour les candidats de bien indiquer aux Français quels sont les problèmes à traiter et de définir les grandes lignes des solutions qu'ils leur proposent. Ensuite, une fois qu'ils sont élus, ils ont la légitimité démocratique de réaliser les réformes nécessaires. C'est cette légitimité qui a manqué aux élections précédentes, parce que les vrais problèmes n'avaient pas été posés. Merci à vous tous. Regardez le nombre de livres qui sortent. Jacques Marseille, Les bons chiffres pour ne pas voter nul en 2007 chez Perrin. C'est lui qui rappelle que la France dépense pour chaque chômeur plus de 27 000 euros par an, soit 65% de plus que le revenu brut par habitant qui est de 16 500 euros. 27 milliards d'euros par an, c'est un peu plus de la moitié de l'impôt sur le revenu. Jacques Il y a Marseille. d'autres exemples. Hein. Il y a d'autres, on peut en citer, je mets un comme ça au passage. Que faire? Agenda 2007, Nicolas Bavresse qui nous a assez dit, chez Tempus, qui nous a assez dit qu'on déclinait. Maintenant, il doit être à côté d'un candidat, il dit qu'il y a des moyens de s'en tirer. Christian Saint-Étienne, l'État efficace, présidentiel 2007, les 10 urgences des Français, leurs 365 questions avec une préface de Jean Viard, Pèlerin, documentation française, France Inter, Bayard, et puis on aurait d'autres. Merci à vous tous. Vous avez fait une promesse. On se retrouvera
d'ici la campagne électorale. Cette émission est réalisée par Philippe Lallemand, préparée par Anne-Marie Moreau, Marie-Madeleine Rigopoulos, Céline Mévélec, Françoise Mananti. Bibliothèque Médicis s'efforce de refléter avec impartialité les problèmes de la société française et pour tous ceux qui nous regardent loin d'ici, l'état économique, social, culturel, politique de la France dans cette période importante d'une élection présidentielle. Toutes les occasions de vous en parler sont bonnes. Il y en aura d'autres, sans aucun doute, et parfois même avec les mêmes interlocuteurs que vous avez fait cette promesse. Merci à vous tous et à bientôt. L'emploi est la préoccupation numéro 1 des Français, c'est devenu l'objectif prioritaire des hommes politiques. En France, le taux de chômage actuel est le plus bas depuis juillet 2001. Enjeu de campagne explore les pistes qui pourraient permettre de le réduire davantage et vous emmène au Danemark, un pays qui a réussi un miracle dans ce domaine. Enjeu de campagne s'intéresse aussi aux défis que la France doit relever. La précarité et la misère progressent toujours dans l'Hexagone et les seniors sont souvent les laissés pour compte de l'entreprise. Bilan, défis et pistes de réflexion sur l'emploi en France, c'est dans Enjeu de campagne sur Public Sénat.